Et bonjour tout le monde, nous voilà donc pour l'épisode 8 de la saison 5 de Shira et les princesses à le pouvoir. L'épisode que quand tu connais la suite, tu te dis putain. Mais bon, c'est pas grave, on la connaît pas encore. Bon, bah bonjour tout le monde, mais bah, c'est parti pour toi, mon cher Xana. Eh ben, pour moi, ce sera un pouce jaune, parce que il y a beau avoir de bonnes idées, c'est quand même du grand n'importe quoi. Bon, déjà, cet épisode, ça commence par Adora et compagnie qui sont toujours dans le vaisseau et qui essayent de contacter la résistance sur Terre sans réellement de succès. Et c'est là qu'ils essayent de voir, parce que il y a Catra qui a la réaction la plus logique, qui est en train de se dire: «Attendez, votre plan, c'est de foncer dans le tas, dans le blocus du grand maître, en espérant que ça passe». Ouais, on va tous mourir. Ouais, Catra a les meilleures réactions dans cet épisode, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un des meilleurs personnages de l'épisode. C'est quand même, voilà quoi, quand on sait ce qui s'est passé. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Horde Prime, il finit par dire, non, pas Horde Prime, Forda qui finit par dire: «Ah ouais, mais en fait, le grand maître a un secret». Non, le grand maître n'a pas de secret, et En fait, arrête-moi finalement, il d'interrompre, en fait, c'est un peu plus subtil que ça, la mise en scène, c'est, elle dit, mais c'est pas comme il a pas de point faible, il croit qu'il me l'aurait dit, sérieusement, quand on lui demande, et là, il y a l'autre qui a dit, oui, il faut pas parler du point faible du grand maître. voilà, il faut pas pouvoir aller du point faible du grand maître, donc finalement, il a un point faible, et pour se rendre compte de ce point faible, ils vont sur une planète qui s'appelle, je ne sais plus son nom, voilà, Kéfer, je crois, un truc comme ça. On s'en fout. Voilà, qui est une planète, qui, oh, coup de bol, elle est pas loin en plus. Ah là là, ça tombe bien. Et du coup, ils vont dans cet endroit qui est une planète, bah, morte. Visiblement, il y a pas de traces de vie, et cetera. Donc ils essayent, de, de choper des archives ou des traces, et cetera, et ils se rendent compte que, bah, il y a eu, l'invasion de la Horde à cet endroit, mais que Horde Prime est parti, qu'il a été repoussé. Donc on a, Forda qui fait une crise existentielle, machin truc, pendant qu'Entrapta guide, les autres dans une espèce d'installation, parce qu'a priori, il y resterait une forme de vie. Et donc, on a Catra qui a encore une fois la meilleure réaction, qui est en mode: attendez, votre plan, c'est d'aller dans une structure qu'on connaît pas, qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, pour aller chercher éventuellement un type qu'on connaît pas, qu'on ne sait pas de quoi il est capable, pour qu'il nous dise comment vaincre Horde Prime en admettant qu'il le sache lui-même. Oui, c'est ça le plan. Ah putain. Ah non, mais les gags avec 4A, c'est les meilleures parties de l'épisode, quoi. Parce qu'elle a souvent des réactions logiques, et les autres, ils ont des réponses tellement pétées que tu peux être que tu peux que être à la place de 4A, en fait, en mode, mais putain. Enfin bref. Du coup, on a ce truc-là, et du coup, bon, ils vont dans la structure où, quand ils font des faux pas, des fois, il y a des pics qui s'apprêtent à les embrocher, machin truc. Ils se perdent un peu dans les couloirs, ils entendent Entrapta alors qu'ils ne devraient pas. Ils se perdent dans la structure, etc. En mode on est déjà passé par là, etc. Puis au bout d'un moment, il y a Entrapta qui les contacte pour leur dire: il y a une autre forme de vie avec vous. C'est qui? C'est qui votre ami là? Et du coup, ils regardent et il y a un espèce de fantôme. Voilà, le design qu'il a à sa première apparition, j'avoue, il fait son petit effet, hein. Il a un petit côté flippant que j'avoue qui passe plutôt bien. Et du coup, Catra essaye de l'affronter, et elle se fait entraîner. Elle traverse le mur avec lui, et alors que les autres essayent de la retrouver, il y a Cynthia qui se rend compte que bah, tous qui sont tombés, en fait, ce sont des illusions, en fait. Voilà. Tout ça, c'est des illusions, parce que la créature qu'affronte Catra, en fait, c'est un espèce de félin illusionniste. Voilà. Il est capable de faire des illusions, de modeler son environnement pour donner des illusions, machin truc, et Catra arrive à l'apprivoiser. Alors au début, elle prend peur devant lui. Alors, ok, Catra, rédemption, tout ça, mais Catra, c'est pas une chiffre molle non plus. Je veux dire, il y a un félin devant elle qui est un peu menaçant. Je pense qu'elle répond du même ton, hein, normalement. Je sais pas, hein, mais bon, être dans sa rédemption, ça l'empêche pas non plus d'être une chiffre, ça l'empêche pas non plus d'être un minimum réactive et d'être dans le même, disons, caractère qu'avant. Voilà. Alors pourquoi elle a peur de lui, en fait?
Je veux dire, Catra, elle avait pas vraiment peur de Horde Prime, hein. Dès qu'Horde Prime avait, pas de Horde Prime, de Hordak, dès qu'Hordak avait un moment de faiblesse, clac, elle en profitait. Mais sinon, elle observait, elle regardait comment c'était fait, elle apprenait, quoi. Elle était pas en mode j'ai peur. Non, c'est pas ça, Catra, hein, je suis désolé. Mais bon, hein, mais bon, cette saison 5 a décidé d'enculer 4A jusqu'au bout, donc voilà. Hein, à ce stade-là, je suis pas étonné. Et du coup, 4A arrive à communiquer avec. Et donc, du coup, il y a Adora qui finit par rejoindre 4A avec les autres. Et il y a 4A qui arrive à communiquer avec cette espèce de chat félin qui finit par lui révéler que, eh ben, en fait, à la base, les fondateurs étaient là pour extraire la magie de la planète, etc. Qu'après, Horde Prime était arrivé pour tout détruire, mais qu'il a été repoussé par la magie. Parce que Horde Prime est vulnérable à la magie. Oui, alors, juste comme ça, Horde Prime, il fait pas ses invasions tout seul, hein. Alors d'accord, il a plein d'armées de clones qui l'encendent, etc. Mais Horde Prime, il attaque pas tout seul. Il va pas en première ligne. Comme on le voit avec Etheria, il envoie des robots. Ou je ne sais quoi. Donc, je veux bien que la magie le fasse chier, mais de là à le pousser à la retraite, je suis désolé, mais c'est de la connerie, ça, hein. C'est de la connerie. Au mieux, ça permet de lui résister, mais ça permet pas de le repousser. Et aussi, question débile, en admettant que Prime soit parti parce qu'il s'est barré comme un péteux, parce que voilà, la planète le faisait chier, juste comme ça, t'as pas détruit la planète en partant? Même en admettant que t'avais pas les technologies à l'époque, maintenant que t'as l'air d'avoir un puissant empire, machin truc, maintenant t'aurais pas de quoi faire disparaître cette planète en 12D, vite fait? Non? Non? Non, non, parce que visiblement t'as envie que personne n'y aille, donc autant la détruire, hein. Je suis sûr que t'en as les moyens, Coco, hein. Donc, voilà. Ah, et au passage, le chat félin, c'est le dernier de son espèce, hein. Voilà. Juste comme ça. Comment il a fait pour survivre autant d'années? On sait pas, on va dire que c'est son métabolisme. C'est Madame Surtout Rasbis. comment il a fait pour manger, parce que visiblement sur cette planète, il n'y a plus rien. On sait pas. Et finalement, il décide de le réembarquer pour pouvoir passer le blocus en faisant en sorte que le vaisseau soit plus visible tel un caméléon. Ouais, alors que le vaisseau soit plus visible à l'œil, je veux bien, mais il est invisible au radar ou comment ça se fait? Il n'y a pas de caméra thermique Les radars, ils fonctionnent comment? Ils se font avoir comme ça, les radars de la Horde? Les radars super technologiques de la Horde, ils se font avoir comme ça? Ok. Ok, ok. Ok. Donc moi j'ai juste envie de dire Et un truc là, c'est alors d'où dans l'espace en fait tu te concentres juste de cacher l'aspect visuel sachant que c'est le dernier truc que tu dis dans l'espace tellement c'est immense. voilà. Et du côté de Etheria, du coup, on retrouve les restes de la résistance. Donc, du coup, il y a Glacia, il y a Jasmine, il y a Fougor, il y a Tournelle, il y a Faucon des Mers. Bon, Faucon des Mers, on le voit à peine, hein, vite fait. Et on voit que du coup, il y a Sorcella qui arrive pour leur parler, etc. Bon, il y a le coup du classique où il vérifie, où il l'immobilise pour vérifier s'il n'a pas de puce. Bon, elle en a pas, donc c'est bon. Et c'est là qu'il y a Ténébra qui arrive. T'étais où dans l'épisode précédent? J'aurais bien aimé de voir Cocotte. Mais bon, voilà, t'es dans cet épisode-là, c'est déjà bien. Et dis donc, elle aurait un plan pour arrêter Mika, et pour ça, elle aurait besoin de Sorcella. Donc, du coup, elle trimballe Sorcella pendant la moitié de la forêt. Et bon, il y a le coup classique avec Sorcella qui s'empêtre dans les ronces, etc., avec ses fringues. Ok. Ok, admettons. Bon, ça s'est passé comment son chemin de la haie? Je sais pas. Et visiblement, ils arrivent dans une espèce de clairière à sangliers. En fait, c'est les sangliers de Princesse Mononoke, en fait. Je sais pas si vous voyez dans Princesse Mononoke, là, le gros monstre du début. Bah, c'est ça, en fait. Il y a plein d'exemplaires de ce monstre-là qui sont en train de pioncer. Et en fait, Ténébra explique que elle a découvert que la magie des fondateurs, que les fondateurs n'ont pas développé la magie sur Etheria, ils l'ont entravée, ils ont posé des limites, ils l'ont exploité à fond, ils l'ont entravée, ils l'ont limite industrialisé, quoi.
et que du coup, le moyen de battre Mika qui est bien plus puissant qu'elle deux, eh bien, c'est de se libérer des entraves des fondateurs et donc, du coup, en redevenir plus puissant. Ok, admettons. Pourquoi Non, pas, c'est déjà moins. c'est con, c'est complètement con, parce qu'en fait, ce qu'il propose, c'est de libérer Etaria de ses entraves magiques, donc augmenter la puissance de tous les sorciers. Sauf qu'aux dernières nouvelles, Mika, c'est un sorcier. Ouais. Après, je sais pas trop comment ils veulent faire ça. Oui, non, mais On va dire, il faut se poser la question aussi, mais en l'occurrence, on va pas. dire qu'ils vont apprendre la magie d'une autre façon que celle enseignée à Mystacor. On va Peut-être. dire ça. On va lire ça. Ça me paraît, c'est peut-être la seule solution logique en fait, parce que vu que Mystacor reprend les enseignements des fondateurs, suffit de passer outre ces enseignements-là. Parce que Mika a beau être balèze, il est quand même resté dans les enseignements de Mystacor, lui. Donc peut-être qu'il faut faire ça comme ça. Admettons, c'est déjà moins bullshit que le félin illusionniste qui a vaincu une armée complète, quoi. Voilà, c'est déjà moins bullshit. Donc, même s'il y a une bonne répartie, même s'il y a des gags marrants, bah déjà cet épisode, c'est un peu un épisode perte de temps, quoi, parce que bon, on a ramené un félin, cool. J'ai rien contre lui, honnêtement, mais bon, Il reste 5 fallait peut-être épisodes. l'introduire avant, quoi. Et il reste 5 épisodes pour te conclure. Ouais, voilà. Il passe correctement, faut pas déconner, mais voilà, quoi, il a un peu rien à foutre là, à ce stade de la série, quoi. Donc, bah, pouce jaune, voilà. Voilà. Et bien, du coup, ça va être la parole à Chronos qui a mis un pouce bleu. Du coup, hein. Alors ça va être un pouce bleu pour ma part. J'ai vraiment bien apprécié cet épisode. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on voit Catra qui s'intègre peu à peu au groupe, qui gagne un peu leur confiance et c'est vraiment très cool à voir, sans compter que c'est elle qui a droit aux moments les plus drôles de l'épisode, à savoir ses interactions avec les membres du groupe, en particulier avec Flèche d'Or, ça m'a bien fait marrer. J'ai bien aimé cette partie. Et aussi c'est dans cet épisode qu'on introduit un nouveau personnage, à savoir Melog, c'est ça. J'adore ce personnage, je trouve que il est très cool dans son design, j'aime beaucoup son pouvoir et il se rend bien utile pour le groupe. Je trouve que c'est vraiment un bon personnage de mascotte, bien plus que Fugor. En même temps, c'est pas compliqué. Et le dernier truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est le fait que parallèlement, on va suivre Ténébra qui collabore avec Tisseuse de Lumière parce que Ténébra connaît le moyen pour vaincre Horde Prime, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la magie d'Etheria contre lui, et c'est intéressant parce qu'on ne sait pas si Ténébra compte utiliser cette magie à bon escient ou non. C'est quelque chose que je trouvais assez intéressant et je suis assez curieux de voir comment ça va se développer pour la suite. Et dans l'ensemble, je vais pas avoir grand-chose à dire. C'est un épisode qui était très sympa. Il fait bien avancer l'histoire et il y a peur des développements qui sont assez intéressants. Donc, ça va être un pouce bleu pour ma part. Et donc voilà, je laisse la parole au suivant. Je sais vraiment pas quoi noter pour cet épisode. Parce que d'un certain côté, je l'aime bien, mais il y a plein d'imbécilités. J'ai retenu quasiment aucun bon point, donc on va mettre du neutre. Parce que là, c'est vraiment juste une appréciation. J'ai bien aimé un peu l'ambiance, le fait qu'ils reviennent enfin à Eteria, le fait qu'on apprenne un peu ce qui s'est passé, le point faible du grand maître, même si on pouvait s'en douter. Voilà, c'est bien, mais c'est juste une appréciation personnelle là. Après, il y a des vrais défauts du genre euh, Scintilla, Flèche d'Or, Adora, vous vouliez vraiment passer en force. C'est débile à ce point. Après, le casque de Catra est complètement débile parce que quand on y réfléchit, d'où il sort le casque avec les oreilles? C'est qui l'a créé? C'est Antrapta qui l'a créé comme ça, juste pour le plaisir? Vraiment, d'où il sort? Hein, c'est juste pour faire du gag du genre oh, t'es trop mignonne!
Cynthia et Flèche d'Or sont chiants dans cet épisode. Je fais, oh, mais t'es trop mignonne, Catra. Oh, mais t'es enfant des nôtres. Oh, c'est la première mission de Catra. C'est la première mission de Catra. Oh, putain. Ah, vraiment, ils sont chiants. Et en fait, toutes les réactions autour de Catra sont chiantes. Vraiment. J'en ai marre. Et après, t'as d'autres imbécilités du genre, dans le camp donc, des réfugiés, t'as Glacia qui gèle Sorcierella parce que, voilà, elle veut vérifier qu'elle a la puce. Et là, t'as Ténébra qui arrive, on la gèle pas. Alors peut-être qu'ils l'ont vu avant, peut-être, mais bon, faites pas un truc, tu sais, pour ne pas le faire juste après. Ça serait bien d'être un peu logique dans le même épisode. Donc voilà. Vraiment que des trucs débiles, mais j'ai bien aimé. C'est chiant ce genre d'épisode. Allez, merci à tous et n'oubliez pas de nourrir Milog. Du coup, c'est le tour de Brian qui a mis un pouce jaune. Pour moi, ce sera un pouce jaune pour cet épisode. Alors, ce qui me dérange vraiment, c'est la dynamique du groupe de nos héros principaux. En tout cas, depuis que Catra les a rejoints, hein, parce que pendant tout l'épisode, à chaque fois qu'elle fait un truc, il faut que Flèche d'Or intervienne pour dire « Oh, c'est trop mignon !» Pour moi, ça rabaisse encore plus le personnage dans cette saison. Et c'est vraiment dommage par rapport à ce qu'elle a été dans les saisons précédentes. Et c'est pas aidé aussi par le fait que, de son côté, tu as Entrapta qui doit consoler le faux Hordak qui est vraiment un boulet dans cet épisode. Vraiment. Pendant pratiquement tout l'épisode, il fait une crise identitaire quand il apprend que Horde Prime n'est pas ce qu'il pensait depuis le début. Ouais. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage parce que le reste n'est vraiment pas si mal que ça. Alors déjà, par une facilité scénaristique, il découvre une planète dans laquelle il y aurait quelque chose qui pourrait affaiblir Horde Prime. Donc ils y vont. Mais vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a sur cette planète. Vraiment. Et le nouveau personnage qu'ils introduisent, je le trouve très sympathique. Bon, j'ai oublié le nom déjà, mais bon, on va pas tarder à le revoir, mais franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien cette transformation et sa participation pour pour la dernière scène de l'épisode, enfin, quand ils arrivent sur Etalia, franchement, j'ai trouvé très efficace. Voilà. Mais c'est dommage qu'à côté de ça, tu as une dynamique de groupe qui pompe tout l'épisode. Et à côté, on a une sous-intrigue qui n'est pas trop mal autour de la tante de Cynthia. Ouais. Alors déjà, on retrouve, j'ai oublié les noms. C'était Faucon des Mers, Jasmine, Glacia, la princesse des filets que j'oublie toujours son nom. Et il est où Doublia? Voilà, on n'a pas vu de tout l'épisode. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a Sorcella qui débarque. Donc la première chose qu'ils font, c'est vérifier s'il n'a pas été poussé. Et quelques ans plus tard, il y a Ténébra. Pourquoi vous ne vérifiez pas non plus qu'elle n'a pas été poussée aussi celle-là? Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Mais après, vu que j'aime bien Ténébra, j'espère qu'elle n'a pas été poussée parce que pendant tout l'épisode, je me posais la question. Mais franchement, j'aime bien son art dans cet épisode, en tout cas avec la tante de Cynthia. Du coup, franchement, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans l'épisode suivant, mais honnêtement, ce qu'ils sont en train de mettre en place avec ces deux-là, ça peut promettre beaucoup de choses. Surtout la petite dernière phrase de fin avec Ténébra qui dit à la tante de Cynthia, si jamais je vais trop loin, arrête-moi. La réponse, je vais le faire. Mais franchement, ça promet peut-être des belles choses concernant ces deux-là dans l'épisode prochain. D'un côté, j'ai hâte de voir la suite, mais s'il vous plaît, arrêtez de rabaisser Catra. C'est tout ce que je demande. Voilà. John, c'est à toi. C'est à peu près le même avec Xana. Visiter un truc. Pour moi, cet épisode, en fait, ils ont juste dû faire 4 minutes. En gros, on fait 1 minute 30. Là, il y a un combat badass entre Sierra et les héros et les trucs. Entre les vaisseaux spatials. Et on met genre 2-3 minutes avec Sorciella et Ténébra.
et c'est tout. Parce que sinon, c'est le même avec les autres. Les flèches d'or et j'ai oublié, Santilla Ascension, le plan, l'histoire de c'est la magie, c'est stupide et compagnie. Donc je passe la parole au suivant. Grégoire, c'est à toi. Je mets un pouce jaune à cause du gros remplissage et de l'explication sur la faiblesse magique de Horde Prime, qui est, je veux bien admettre qu'il y soit vulnérable, mais quand on a une puissance d'une armée 10 000 fois supérieure, Zana a dit le reste. Aussi, vu que Milog, je crois, a servi vu comment il a servi pour passer ce blocus, Syrah aurait juste pu balancer une grosse clap d'énergie, ça aurait été pareil. Sinon, heureusement, du côté d'Adora, on a une bonne dynamique de groupe, Catra elle est trop mignonne, et j'ai bien aimé le duo Ténébra Tante de Scintilla, ainsi que les états d'âme du Fort Hordak. J'ai rien oublié. Ah si cette histoire d'ancrage des fondateurs est juste, en toute logique, si vous l'enlevez, la planète explose. Sinon, c'est la cohérence qui explose. Ah oui, c'est déjà fait. Suivant. Juste pour préciser, c'est pas s'ils enlèvent les entraves que la planète explosera. Au contraire, ça arrêtera de prendre de l'énergie pour l'envoyer dans le Caritaria. C'est si l'énergie du Caritaria est déclenchée que la planète risque d'exploser. Il y a une nuance. Du coup, Xana, tu peux lire pour Juju. Ouais, juste le temps de retrouver. Épisode 8. Alors, épisode 8, pouce bleu. Ah. C'était bien malgré quelques petits défauts au début. J'ai bien aimé le dialogue entre Catra et le gros chat Milog. Il est sensible aux émotions. Et l'autre a échoué. La magie semble être la faiblesse de Narcisse. En tout cas, Milog a l'air sympa. Et il leur est utile pour retrouver Eteria. En parlant de magie, Ténébra a une petite discussion avec Sorciella qui se méfie toujours d'elle. Elles veulent sauver les autres à L2 et Ténébra propose d'unir leurs forces face à l'ennemi. Les fondateurs ne renforcent pas la magie apparemment et Eteria sera une créature vivante dont la magie est endormie. Elle voudrait utiliser. J'ai bien aimé et j'attends encore plus d'explications. D'accord. Alors, juste avant de passer, je veux préciser un truc. Que la magie ne soit la faiblesse de Horde Prime, à la limite, ça me dérange pas. Mais pas la magie des illusions, quoi. Genre une magie qui détracte la technologie. Voilà. Genre une magie à la EMP qui désactive toute technologie qui est apportée, quoi. Si c'était ça le pouvoir, j'aurais dit ok. Mais là, non. Voilà, t'as déjà dit. Cano, c'est à toi. Neutre. Alors, bon, personnellement, Cynthia, elle m'a pas trop énervé. Vous prenez tous les bons points qui ont été cités par les autres précédemment. Ça arrive à me faire apprécier l'épisode. Mais vous prenez les mauvais points et voilà, vous avez les mauvais points qui ont été cités par les autres et vous avez mon avis. Donc j'ai pas grand chose à rajouter. Ok, bon, ce sera un pouce jaune, mais je tiens à préciser un détail, c'est que si je ne devais pas ici faire en sorte de ne pas connaître la suite, je mettrais un pouce orange. Donc, cet épisode, filler. Juste filler. La seule chose qui n'est pas filler dans cet épisode, c'est l'arrivée du groupe sur Eteria. Donc, de manière conne, il y a Catra qui dit « Non mais le remètre, on n'a pas parlé de ses faiblesses, évidemment ». Et l'autre qui dit « évidemment, et c'est bien, ma sœur, de pas parler des faiblesses du remètre ». Et maintenant, il en parle, donc évidemment, ils vont y aller. Là-bas, il y a la créature magique, Xana a déjà expliqué pourquoi c'est débile. Ensuite, il y a Sorcella et Ténébra qui vont enlever les entraves de la planète. Bon, alors, ok, donc les entraves, c'est techniquement ce qui récolte la magie pour l'envoyer dans le cœur Eteria, donc ok, si vous voulez. Donc ça va vous rendre plus puissant, donc ça risque de rendre les sorciers plus puissants. Moi, j'ai envie de dire, c'est incroyablement con parce que vous faites ça, mais le problème, c'est que le méchant, en l'occurrence, il contrôle des sorciers, donc ça va augmenter leur puissance à eux aussi. Génial. Ensuite, putain de flèche d'or mobile de meurtre, j'en ai marre de... C'est trop cute! Ta gueule! Juste ta gueule, flèche d'or! Ta gueule! Voilà. On trappe les chouettes. Fordak et sa crise existentielle. Oh, le maître nous a menti, machin. Juste un truc à dire. Si tu sais qu'il a échoué à cet endroit-là, etc., et machin, et bidule, comment ça se fait que t'es pas au courant des choses? Voilà. Ensuite, leur arrivée sur Eteria, on en a parlé tout à l'heure, mais bon, le vaisseau invisible, juste la visibilité d'un vaisseau dans l'espace, dans l'immensité de l'espace, c'est le dernier truc que tu caches. Hein. Le radar, il détecte pas, le machin, il détecte pas, rien. Non, surtout pas.
À ce rythme-là, soit vous foncez dans le tas, vous vous planquez, ou soit vous passez par un endroit où il n'y a pas trop de vaisseaux, soit c'est Shira qui défonce tout, c'est bon. C'est bon. En fait, tout ce que ça peut nous apporter, c'est globalement des petites informations lore, c'est-à-dire que globalement, la planète sur laquelle ils sont allés, ça aurait pu être Eteria. Littéralement, ce que je veux dire, c'est que les fondateurs, c'est une ancienne colonie des fondateurs qui ont commencé à faire un truc comme sur Eteria, et ils sont partis parce que la Horde les a attaqués. Donc ça aurait pu être une Eteria. Ça aurait pu être Eteria. Mais en vue de ce que ça va amener, ça mène à rien. Et la magie et la faiblesse du grand prêtre, on en a suffisamment parlé, ça sert à quoi? Ça change rien, parce que techniquement le mec, il est pas en première ligne, il envoie ses robots sur robots sur robots, donc à moins que ce soit une magie de MP ou ce que tu veux, je suis désolé, mais non, ça servira à rien, il les envoie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, c'est tout, hein. Faut arrêter, hein. Cet épisode? Non, alors déjà il y a beaucoup de problèmes intrinsèques, mais en plus, si je prenais en compte ce que je sais de ce qui arrive plus tard, je lui mets carrément pire que ça. Voilà. Donc, enfin bref, j'ai pas aimé cet épisode. Voilà. Parce qu'il m'a plus fait chier, je me suis grave fait chier devant, et en plus, j'ai soufflé la malle de Bobran. Oh, merci Flèche d'Or. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Si quelqu'un a un truc à rajouter. Je suis tellement rassuré pour la suite. Ouais. Bon, si quelqu'un a un truc à Magie. rajouter, c'est à vous. Soit une magie de MP, soit une magie qui modifie la technologie au toucher, mais pas une magie d'illusion. Voilà. Voilà. Faut que ce soit une magie qui attaque spécifiquement les machines, parce que la Horde est un empire technologique, pas une magie pris au pif. Voilà. Parce que si on part à ce principe-là, si la magie c'est sa faiblesse, dans ce cas, il aurait dû avoir des graves de problèmes à Eteria, hein, parce que c'est bourré de magie, hein. Apporte-moi Shira. Ouais, mais Shira, c'est un être 100% magique. Merde. Ouais. J'y avais pas pensé. Voilà. Et vas-y, je vais enfermer une princesse, donc un être magique, et jouer avec. En fait, non, en fait, la cohérence n'a pas été Putain, t'es trouvée, con, hein. Prime. En fait. Non, mais la cohérence de cette série, c'est un trou noir. Voilà, c'est un trou noir qui aspire tout ce qui passe. Ah non, mais cette saison 5, c'est chut. En fait, plus on avance, plus on comprend qu'Orprime, c'est un crétin. Enfin bref, c'était voilà, c'est ça. Orphan, c'est un crétin, les princesses sont des crétines. L'épisode est globalement du filler, mais bon, ce n'est pas totalement pour ceux qui n'ont pas vu la suite, et etc. Voilà. Ils sont arrivés sur Eteria, basta. À la prochaine tout le monde. On vous invite à aller voir la vidéo de Mayo, évidemment. Salut. À plus. À plus.